nous animons la factory e-santé de Digital 113. Donc, aujourd'hui, l'idée, c'est de parler des AMI et vous allez voir que notre région a été particulièrement performante dans cet exercice cette année. Donc, du coup, moi, je vais vous donner deux mots sur dans quoi ça s'inscrit et Grégoire ensuite présentera le déroulé de la session ainsi que les intervenants, si Grégoire, ça te convient comme ça. Alors, en deux mots, donc je voulais revenir juste sur la feuille de route du numérique en santé. Vous savez qu'à l'initiative du ministère de la Santé et de Dominique Pont a été créée la délégation du numérique en santé en avril 2019. On avait une feuille de route jusqu'en 2022. Maintenant, on est en train de valider la feuille de route jusqu'en 2027. Dans cette feuille de route, il y avait 5 grandes orientations, dont une qui est la cinquième d'ailleurs, qui s'appelait « Soutenir l'innovation et favoriser l'engagement des acteurs ». Et elle se traduit en fait par cette fusée dans laquelle on a plusieurs niveaux. On a un niveau 1 qui disait qu'il fallait développer la formation et la confiance des acteurs, l'attractivité des professionnels du secteur. Et ça se traduit par un AMI. Je ne vais pas vous les détailler toutes, mais en tout cas, celle qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la 1, en bas, la partie formation, qui est le socle de tout. Et ensuite, après, la partie 4, qui est la partie accompagner la mise en œuvre d'expérimentations en vie réelle et la conduite des premières étapes industrielles. Et ça a été les appels à manifestation d'intérêt, tiers-lieux d'innovation. Et donc là, du coup, vous voyez qu'aujourd'hui, on va interagir dans ces niveaux 1 et 4 de la fusée, de l'axe 5 de la stratégie du numérique en santé. Et du coup, Grégoire, je te passe la main, si tu veux bien, pour le dérouler et nos intervenants, que je remercie aussi. Et je Merci vais beaucoup, couper mon Jean-Louis. partage d'écran. Oui, moi, je n'ai pas de support, je fais une intervention brève. Merci beaucoup, Jean-Louis. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Effectivement, aujourd'hui, on a la chance d'avoir 3 intervenants sur ces sujets. 2 intervenants, d'abord, pour commencer, sur l'appel à manifestation d'intérêt sur compétences et métiers d'avenir, donc vraiment sur le socle de formation. Et là, évidemment, je laisserai chacun des 2 intervenants nous expliquer en détail le contenu. Mais sachez que c'est l'ambition, effectivement, de pouvoir accélérer sur la formation en santé numérique, puisque, évidemment, dans cette AMI, la santé numérique faisait partie des thématiques prioritaires. Et donc, nous allons avoir, pour commencer, le professeur Maurice Ayot, qui est professeur de physiologie au CHU de Montpellier et qui est le porteur du projet qu'on peut qualifier là aujourd'hui d'Occitanie Est sur cette AMI compétences et métiers d'avenir. Et ensuite, nous aurons le professeur Antoine Piot, qui est professeur de gériatrie à Toulouse et qui, lui, est porteur du projet de formation sur l'Occitanie Ouest. Et nous aurons ensuite, en troisième lieu, le docteur Céline Auron, qui est à la clinique Pasteur, qui est médecin et qui est responsable, qui est directrice, je crois, relations et expérience patient, mais vous me corrigerez, Céline, si ce n'est pas exactement votre titre. Et donc, Céline est la porteuse du tiers-lieu numérique qui vient d'être lauréat, qui vient d'être financé, qui s'appelle Toulouse Santé Numérique, et qui est donc l'un des 10 projets financés à l'échelle nationale dans le cadre de la première vague de l'appel à projet tiers-lieu numérique. Je vais tout de suite laisser la parole à Maurice Ayot et n'hésitez pas à poser des questions. Je propose qu'on ait un temps d'échange à la fin de chaque présentation pour profiter des intervenants. Maurice, si tu es prêt, tu peux commencer. Oui, bien sûr. Bonjour tout le monde. Merci pour cette invitation et pour l'échange qu'on va pouvoir avoir. Donc, effectivement, je suis Maurice Ayot, je suis enseignant à la faculté de médecine de l'Université de Montpellier et également au CHU de Montpellier. Voilà, on a travaillé depuis quelques années sur la santé numérique de façon large et on a répondu à cet appel à projet. Alors, j'ai un petit diaporama que je vais partager avec vous, voilà, en espérant que vous le voyez bien. Alors, en fait, et dans lequel j'ai intégré le petit visuel, voilà, donc Digital 113, merci pour ce visuel-là. Et alors, en fait, on est dans le cadre, et c'est ce que vous avez rappelé, en fait, du plan investissement d'avenir.
Et c'était donc un appel à manifestation d'intérêt qui est tombé l'année dernière quasiment au même moment, en toute fin décembre. Et cet appel à manifestation d'intérêt était touché aux compétences et métiers d'avenir. Donc, c'était le cadre général. Et plus spécifiquement, et ça, c'est quelque chose qui, à mon sens, est historique, qui est un dispositif de formation sur la santé numérique. Donc ça, c'est vraiment original par rapport aux autres appels, aux autres AMI qui ont été proposés. Donc nous, l'Université de Montpellier et ses partenaires avons proposé de créer une entité qui nous permet de faire de la formation en santé numérique et que l'on a proposé sous le terme de l'école de santé numérique de l'Université de Montpellier et de ses partenaires avec le petit acronyme ESN-BAUM. Voilà, et dont je suis le porteur avec toute l'équipe qui m'a aidé à construire ce projet, qui a construit ce projet avec les partenaires et en particulier, ici, il y a Brigitte Couette qui est présente et je vois aussi que Lisette Cazelet est là, donc merci pour votre présence. Alors, est-ce que j'ai besoin de rappeler que la santé numérique a pris une place majeure? Non. Est-ce que j'ai besoin de rappeler que les professionnels qui sont impliqués dans le domaine de la santé numérique, ce sont certes des professionnels de santé, des médicaux, paramédicaux, travailleurs sociaux, et également toutes les autres professions, le numérique, les structures médico-sociales, les DSI, les professionnels en charge des affaires réglementaires, les juristes, de nombreuses professions sont impactées par cette transformation. Or, le problème, c'est que c'est un ensemble à la fois hétérogène dans les professions, dans les statuts, dans les structures, dans les entreprises, mais aussi un domaine sur lequel il y a peu ou pas de formation. Alors, de formation initiale, hein, dans les premières années d'études, de nos étudiants, mais pas seulement, également dans la formation continue. Et aujourd'hui, il y a peu de possibilités, il y avait peu de possibilités jusqu'à présent, malgré des efforts très importants qui ont été menés par certains d'entre nous qui sont présents. Et donc, l'AMI, c'était le projet. Le projet, c'était de former massivement en santé numérique. Alors, quand on dit massivement, il y avait 5 actions proposées. Donc, je les résume ici simplement parce que nous, on a répondu aux 5 actions et simplement pour citer le cadre. Le massif, c'est surtout l'action 1. Ce sont les professionnels de santé du médico-social, c'est-à-dire tous nos étudiants dans les instituts, dans les écoles, dans les facultés de santé et qui touchent au métier de la santé. Donc ça, c'était l'action 1. Et puis, il y avait aussi la formation continue. Et puis, dans les autres actions, 2, 3, 4, 5, ça touche les spécialistes du numérique, on est autour du métier de l'ingénieur, autour du métier des technologies numériques, les directions de cadre, les juristes et les affaires réglementaires. Et pour chacune de ces actions, il y avait des demandes spécifiques qui relevaient en particulier de 2 à 5, on va dire, essentiellement des parcours de master. C'était la demande de l'État, hein, et nous, on y a répondu. Alors, on y a répondu et on a eu la réponse, donc c'était le 24 février. Cette diapositive, c'est juste pour vous montrer que on a été 9 à être retenu dans la première vague. Il y a une deuxième vague qui est passée plus récemment, et il y en a 7 qui ont été retenus. Et en fait, ici, vous avez les différentes actions. Donc, professionnels de santé, 1, les technos et ingénieurs, 2, 3, les affaires, les dirigeants d'entreprise, 4, les juristes et 5, les affaires réglementaires. Nous, on est ici et en fait, on a proposé un projet avec l'Université de Montpellier porteur parce que avec une composante santé, hein, c'était ça qui était demandé, hein, une composante santé, donc l'Université de Montpellier pouvait répondre, mais bien sûr pas seul, avec des partenaires dans le cadre d'un consortium qui était demandé. Donc nous, on a été retenus sur l'ensemble et par exemple sur les juristes, on est les seuls en France à avoir été retenus. Sur les affaires réglementaires, il n'y en a que 3. Et bien sûr, l'essentiel, et heureusement, je dirais, il faut former nos professionnels de santé et l'essentiel des projets ont proposé de former les professionnels, les étudiants. Alors,
Nous, notre projet, vous avez tout à l'heure, Jean-Louis Fraisse a montré la maison, hein, la maison de la santé numérique. Donc, on a fait un visuel qui représente en fait un lieu de formation qui va comporter à la fois des campus physiques, c'est-à-dire des lieux physiques où on fait de la formation classique, je dirais, comme on la connaît, même si les méthodes pédagogiques peuvent évoluer, et puis un campus numérique qui permet d'avoir plusieurs espaces d'échange et d'interaction, puisque l'objectif, c'est de former tous ces étudiants, tous ces apprenants, parce qu'il n'y a pas que des étudiants en formation initiale. Donc, l'objectif, c'est de construire avec nos partenaires, donc c'est de la co-construction, une école d'excellence. Alors, en quoi est-ce qu'on veut être une école d'excellence? C'est surtout parce que c'est de l'interdisciplinarité. C'est mettre ensemble les professions différentes de tous ces métiers, d'être inclusif aussi, et on intègre également le citoyen, le patient, et ouverte au monde de la recherche, du soin et de l'entreprise. C'est-à-dire que l'idée, c'est de faire travailler ensemble de façon à s'approprier pour les apprenants l'ensemble des notions, des compétences dont ils ont besoin. Deuxième point, c'est la pédagogie que l'on veut, nous, le plus proche du besoin. Ça, c'est un vrai enjeu. C'est ce que nous avons qualifié de pédagogie de précision. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'idée, c'est qu'on va avoir des profils très variés. L'idée, c'est qu'ils seront à des moments de leur vie professionnelle ou de formation initiale différentes. Et ils ne sont pas tous au même endroit, même si on a le périmètre de l'Occitanie-Est, mais bon, il y a quand même un vaste périmètre. Nous avons 13 IFSI qui sont associés à notre projet. Donc, vous imaginez que c'est pas simple de proposer un enseignement partout. Donc, l'idée, c'est d'essayer de se rapprocher du besoin et de l'enseignant et de l'étudiant. De l'enseignant aussi, parce qu'il va falloir former les formateurs. Et donc, former des étudiants, former des professionnels pardon, qui vont exercer cette santé numérique. Alors, bien sûr, dans le soin, mais pas seulement. Et aujourd'hui, je crois qu'on est dans un cadre qui est un cadre qui va aller jusqu'au monde de l'entreprise en passant par des établissements de soins ou de formation. Voilà, donc l'idée, c'est d'intégrer dans la pratique et de répondre aux besoins au plus près. Et ça, l'Université de Montpellier le fait avec un consortium. Alors, notre projet, on l'a organisé, bon, comme je dirais tous les projets, en work package, avec un qui va former les professionnels de santé, un autre qui va former les spécialistes, les autres spécialistes impliqués dans le numérique et la santé. On va aussi se poser la question des métiers émergents et des compétences émergentes. C'est-à-dire, quels sont les nouveaux métiers? Et ça, on ne va pas pouvoir le faire seul. C'est-à-dire qu'il va falloir aller chercher les besoins dans le monde du soin et de l'entreprise. Et ça, je pense que c'est important. S'appuyer sur une pédagogie la plus facilitante et innovante, et puis bien sûr avoir de la visibilité, non pas simplement pour montrer qu'on fait des choses intéressantes, non, ce n'est pas l'objectif. L'objectif est clairement, je crois que c'est très important, c'est l'attractivité. Attractivité pour répondre à un besoin, c'est qu'aujourd'hui, les professionnels n'ont pas eu cette formation. Les entreprises, que j'imagine que vous êtes confrontés à ça, vous recrutez un ingénieur, un développeur, un chef de projet, mais il ne connaît pas le monde de la santé numérique, et donc il faut le former. Donc l'idée, c'est de vous faire gagner 1 an, 2 ans, si on peut. Alors, simplement, voilà quelques éléments, je vais essayer de ne pas être trop long, mais quelques éléments. La formation en formation initiale, mais également en formation continue, qui a été proposée aujourd'hui, et ça fait même l'objet d'un arrêté qui va presque imposer la formation en santé numérique dans toutes les formations en santé et en médico-social. Donc là, aujourd'hui, il y a 12 métiers qui sont concernés. Ça concerne les données de santé, la cybersécurité, la communication, les outils et la télésanté. Ce sont 5 blocs de compétences qui ont été proposés par l'État, l'État et puis bien sûr par la DNS et le ministère de la Santé et de l'Enseignement supérieur, sous forme d'arrêté. On va devoir, en 2024, former ces étudiants et on va s'appuyer aussi là-dessus. Alors, vous aurez ces quelques slides, mais tout ça est très accessible. Voilà la liste de toutes les compétences. Alors, c'est intéressant, juste pour vous illustrer,
ben voilà, comment on fait de la cybersécurité quand on utilise des dispositifs ou un dossier patient informatisé dans un établissement de soins, comment on construit, on conçoit pour que on peut maintenir la sécurité dans la pratique du soin, par exemple. Et donc là, vous voyez, on est du métier du soin, de la santé, du médico-social, jusqu'au métier de l'entreprise. Alors pourquoi on a répondu à ces différentes actions? Et qu'est-ce qu'on a proposé? Bon, l'action 1, c'est former tous les professionnels, c'est la massification, on s'organise, on a déjà de l'existant. Ça, c'est l'Université de Montpellier, mais nos partenaires également. Et ensuite, actions 2, 4 et 5, ce sont des parcours de master qu'on propose. C'est la demande de l'État. Et on avait déjà de l'existant. En fait, ça nous a permis de dire qu'on peut proposer des parcours spécifiques en master, par exemple, pour les actions des spécialistes finalement du numérique, mais il faut le faire aussi avec une vision d'interdisciplinarité. Donc, on va faire travailler les étudiants ensemble pour qu'ils puissent d'emblée s'immerger dans le monde réel qui est celui du projet. Avec un projet, on met plusieurs métiers ensemble, si je puis dire, et ça nous permettra d'arriver à une formation complète. Alors, voici nos partenaires du consortium, c'est-à-dire ceux qui ont participé au consortium. Alors, on a un certain nombre de structures que vous connaissez. Alors, par exemple, on a ISIS-CAS qui est commun avec nos deux projets, avec celui d'Antoine et le nôtre. On a les établissements de santé. On a Formatique Santé, qui a une belle expérience et avec laquelle on va pouvoir travailler aussi. On a le GIPI Santé, voilà, un certain nombre de structures. Plus bien sûr les composants de l'université qui forment à ces différents métiers. Oui. Alors, bon, je pense que quelqu'un avait parlé. Alors, juste pour vous citer, Digital 113 dans notre projet a proposé d'être en soutien. Voilà, on a eu une lettre de soutien de Digital 113 et donc c'est un premier pas, je dirais. Qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus peut-être? De quoi on a besoin aujourd'hui finalement, je dirais de façon à pouvoir avancer dans ce projet? Recenser les besoins et les expertises des entreprises dans le monde de la santé et du soin, dans le monde où le juridique, les affaires réglementaires sont nécessaires, et les entreprises du dispositif médical numérique, à la fois pour identifier les besoins en formation, pour former les personnels, si vous voulez, et puis aussi pour, de par l'expertise des entreprises, des membres de l'entreprise, pouvoir être intervenants dans notre école de santé numérique. On veut aussi intégrer l'apprenant, l'étudiant rapidement dans le monde de la pratique, à la fois du soin, mais aussi de l'entreprise, du dispositif numérique, du logiciel et d'autres approches innovantes. Et c'est pourquoi on envisage des formations en alternance pour les masters. On souhaite pouvoir faire accueillir des étudiants dans des stages en entreprise avec un encadrement de façon à ce qu'ils soient immergés et qu'on gagne du temps par la suite. Et pour ça, on va créer un environnement. Et aujourd'hui, c'est une première, pour nous, une première action à mener ensemble à travers un networking, à travers des événements. Et j'espère qu'il y en aura d'autres et on en organisera. Et bien entendu, on invitera Digital 113 et l'ensemble de ses adhérents à venir réfléchir avec nous si vous le souhaitez. Les jalons, bon, on a la contractualisation s'est faite très récemment. On ouvre l'école le 1er janvier sur l'année civile et c'est un projet sur 5 ans. Alors ça, pour l'instant, le message va partir, l'invitation va partir. On va créer un événement de lancement le 2 février. C'est vraiment dans les tuyaux, ça va partir dans quelques heures en principe. Et puis, il y a juste un dernier point, c'est qu'on est en avril 2023, fin avril, on doit faire un accord de consortium avec nos partenaires. On en a, vous avez vu, on est 13 partenaires en tout si on calcule, mais jusqu'à présent, on n'a pas Digital 113. Donc, si l'idée vous paraît intéressante, pourquoi pas? Voilà, l'école de santé numérique de l'Université de Montpellier et de ses partenaires
c'est un modèle qu'on va tâcher de construire ensemble et qu'on espère aussi transposable pour pouvoir proposer ce modèle là où il n'est pas encore en place, faire de la pédagogie adaptée, personnalisée, former les futurs experts, les nouveaux métiers, et puis aussi travailler en synergie avec l'écosystème du territoire, parce que nous avons une grande richesse, nous en avons parfaitement conscience, et on espère vraiment compter sur les collaborations qui pourront être menées ensemble. Voilà ce que je pouvais dire, Grégoire, Jean-Louis, sur le sujet. Et puis, bien sûr, on pourra répondre aux questions et j'imagine qu'elles pourront être aujourd'hui ou à l'avenir. Et n'hésitez pas à nous contacter. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Maurice, pour cette belle présentation. Est-ce qu'on a des questions parmi les participants à chaud pour Maurice? Sinon, moi, j'en ai une. Juste, moi, peut-être une petite remarque, parce que ça va faire le lien entre les deux interventions, parce que moi, je trouve absolument génial, et en plus, on en est deux, hein, un côté Est, un côté Ouest, avec cette synergie là pour Digital 113, parce que du coup, nous, on est sur toute la région. On y reviendra après, Antoine, parce qu'on pourra aussi poser des questions globalement. Mais moi, ce que je vois, c'est que quand on cherche le lien entre ces projets, entre l'entreprise et le monde académique, il me semble évident, parce que moi, je vois que ça va nous faire gagner du temps pour la bonne et simple raison qu'on va pouvoir recruter des gens formés à la santé, comme tu l'as dit, Maurice. Et ça, je trouve que c'est évident. Après, comment est-ce qu'on peut intervenir, nous, Digital 113? Il y a la partie des consortiums, bien évidemment. Mais moi, comme on l'a fait pour Anity, par exemple, hein, les clusters, on est en capacité de faire remonter les besoins, parce que, évidemment, ça évolue beaucoup, et ça, je sais que vous y êtes sensibles les uns et les autres. Et en fait, nous, on est prêts à participer à des commissions ou ce que vous voulez, bien évidemment, où on pourra dire, nous, aujourd'hui, notre problématique, parce que dans les établissements, il y a des problématiques techniques, mais juridiques, de design, enfin, pour le numérique, hein, on connaît tous ces sujets-là. Antoine, on en parle souvent ensemble. Et du coup, la chose qu'on pourra faire aussi, si c'est utile, c'est participer à des petits modules de formation pour donner notre vision d'entreprise et motiver les jeunes peut-être à rejoindre notre secteur. Donc, moi, je trouve que, bon, Antoine va nous en reparler aussi, mais Maurice, ce que tu as dit, ça montre toute cette synergie. C'est très important pour la région quand on dit qu'on veut contribuer à créer une filière numérique, et Céline nous en reparlera aussi, mais la filière numérique, la formation, elle est très importante. Alors, Jean-Louis, je rebondis sur ce que tu viens de dire. Alors, la première chose, mais de toute façon, c'est l'objet aujourd'hui, c'est quand même qu'en France, la région Occitanie a décroché 2 gros projets, et c'est quasiment les plus emblématiques, je peux dire. Bon, les autres sont très bien aussi. C'est vraiment très intéressant. Il faut regarder. On a été invité à Lyon à présenter, enfin, les lauréats étaient représentés. Il y a une vraie dynamique en France. Ça a bouleversé même au ministère. Ils se sont rendus compte qu'il y avait une vraie dynamique des porteurs de projets très motivés. Donc ça, c'est super pour la région. Deuxièmement, recenser les besoins, c'est évident, et je sais que chacun d'entre vous et d'entre nous qui ont été confrontés à toutes les étapes, à la fois de la conception à la production, toutes les étapes nécessitent vraiment des compétences, et comment on peut faire gagner du temps et sur quel domaine. C'est là où, pour moi, c'est important. Qu'est-ce qui est important pour vous? Par exemple, je vais prendre un exemple, je ne veux pas être trop long, mais nous, on a créé le DIU national de télémédecine. Très bien, mais c'est sur un an. Mais vous n'avez peut-être pas besoin d'un an, vous avez peut-être besoin d'une immersion dans un domaine qui va durer 3 heures, 3 jours, une semaine, peut-être plus, je ne sais pas. On ne veut pas former que des masters. Donc, il est très clair que on va avoir de la formation initiale, de la formation continue, mais on veut que ce soit adapté et précis par rapport à vos besoins. Et la deuxième chose que tu dis, et ça, c'est très clair, c'est en termes d'intervention. Nous, on va faire intervenir des professionnels du métier qui ont déjà travaillé, qui ont déjà essuyé les plâtres, parce que ça permettra à nos jeunes ou moins jeunes d'éviter les mêmes écueils. Voilà. Et ça, c'est pour moi très important. Alors, on le fait déjà.
puisqu'on a un master qui s'appelle Sciences et numérique pour la santé, mais moins axé sur l'aspect aujourd'hui de ce qui est proposé. Voilà, donc clairement, on attend de vous. Alors bon, maintenant, la question peut-être pragmatique, pratique, c'est comment mettre des moyens humains, parce qu'on a beaucoup de moyens humains, ou alors des événements qu'on peut partager pour faciliter ces échanges et que les entreprises dont vous avez, enfin, pas la coordination, mais en tout cas que vous réunissez, il faut qu'elles soient informées de notre projet, il faut qu'elles soient informées de nos actions. Voilà, c'est vraiment pour nous essentiel. Voilà. Céline, je crois que tu avais une question. Il y a la main. Ouais, vous m'entendez là? C'est bon? Oui, très bien. Super, merci. Oui, donc bonjour à tous. Moi, la question que je voulais vous poser, enfin déjà, je voulais rebondir sur ce que vous évoquiez, puis vous poser une question. Alors, je vais rebondir d'abord et je vous pose la question après. De quoi on a besoin en pratique? On a plusieurs niveaux de besoins, évidemment, vous l'avez évoqué. On a besoin de gens experts parce qu'on veut développer des projets, mais on a besoin de gens, de professionnels de santé, en l'occurrence, dont il s'agit, qui sont à l'aise avec le digital. Ça veut dire quoi? En fait, le problème, c'est qu'on se rend compte qu'il y a deux générations. Il y a une génération qui est très à l'aise avec et qui n'a pas besoin de manipuler, et une autre génération pour laquelle la pratique au quotidien est longue et gêne et réduit l'employabilité très clairement, parce qu'on sait que quand on est sur un certain âge de recrutement, eh ben, on va être freiné dans cette utilisation du digital. Ce qu'on pourrait attendre peut-être aussi, c'est que toutes ces personnes, si on veut avoir une vision globale, aient une connaissance de ce qui peut être fait avec le digital et qu'il n'y ait pas des attentes miraculeuses ça fait tout, ça permet tout, c'est-à-dire une vraie compréhension de ce que sont les outils, de ce qui est un peu, alors c'est un peu technique, un peu de paramétrage, un peu le développement, pour se dire, bon, bah, là, je peux attendre quelque chose d'un outil, mais là, c'est illusoire, j'y arriverai jamais, parce que c'est ce à quoi on se confronte quand on est face aux professionnels et qu'on a un projet. Et puis ma question, et après je vous laisserai rebondir sur ça, vous avez évoqué la communication en santé, alors je trouve ça très large, c'est à la frontière du marketing, il va falloir, voilà… Je trouve ça pas facile de dire on va s'occuper de la communication en santé au point de vue numérique parce que ça rejoint la communication tout court et je suppose que vous n'allez pas vraiment faire de la communication ou alors peut-être oui. C'était ça ma question. Merci. Alors, sur le premier point, vous savez, enfin, moi, j'ai lancé là, cette année une UE sur l'innovation en santé digitale. Et en fait, c'est une UE dans un master. Alors, c'est préfigurateur de l'école santé numérique parce qu'on ne l'a pas encore ouverte. Voilà. Et qu'est-ce qu'on fait? Je ne fais pas de cours. Je fais passer que des porteurs de projets qui ont créé, sont des professionnels de santé, qui ont créé leur solution, qui ont créé leur organisation et qui viennent témoigner devant les étudiants. Et alors, ils regardent avec un air étonné, mais c'est de façon effectivement à prendre conscience des enjeux, des limites, de la méthodologie. Voilà. Ça, donc, et c'est vrai que c'est ces besoins que vous exprimez, et plus ils seront exprimés précisément avec des objectifs, plus on pourra répondre en termes de formation. Donc là, voilà, ça c'est vraiment important et ce que vous exprimez va nous aider. Deuxièmement, sur la communication, je vous ai épargné tout le référentiel, mais dans communication, il y a vraiment des objectifs très clairs qui ont été mis et qui ne sont pas la communication en général. Par exemple, comment j'identifie un professionnel de santé, comment j'identifie un patient. C'est de la communication version très structurée, très limitée, de façon à savoir, quand je communique avec un professionnel de santé, comment je m'assure que c'est la bonne personne, ou si moi je suis un professionnel, comment je peux me faire reconnaître. Donc, vous voyez, ce n'est pas aussi large qu'on pourrait l'imaginer. Ce référentiel, il a des limites, mais il a aussi des avantages qui sont… L'avantage, c'est tout simplement que ça donne un cadre et surtout que nos futurs professionnels de santé vont enfin, ça va entrer dans les formations, ça va entrer dans les facultés. Et je peux vous dire que jusqu'à présent, à part des formations optionnelles sur la base du volontariat, on n'y arrivait pas, malgré notre présence à la faculté en médecine, en pharmacie, en odonto. Voilà. Donc, on ouvre, enfin, en tout cas, on ouvre et c'est vrai que grâce à l'ADNS, on a quand même, on est très aidé pour ça. Et par contre, les besoins, je dirais, ils seront d'autant plus remplis qu'ils seront exprimés. Voilà.
Ok. Est-ce qu'on donne la parole à Antoine et on refera une série de questions, évidemment, sur ses AMI, la partie formation, parce que moi, j'ai encore d'autres éléments. Antoine, Oui. est-ce que je projette ta diapo ou tu le fais? Oui, oui, je veux bien, oui, s'il te plaît. Je suis sur le téléphone. Je m'en donne, Merci. non, je t'en prie. C'est Pas de gentil. souci. Donc finalement, Maurice m'a beaucoup facilité la tâche parce qu'on a énormément de points communs. Donc, je vais être court. Alors, le côté un peu exceptionnel de ces amis, c'est qu'on arrive à communiquer avec Montpellier, chose miraculeuse. Et mieux que ça, avec Maurice, on a même fait un paragraphe commun dans nos deux réponses pour montrer qu'avant même de soumettre, avant même d'obtenir ces amis, finalement, on avait réfléchi à cette coordination Est-Ouest et sur le fait qu'il ne fallait absolument pas qu'on fasse doublon et qu'on soit redondant. Et donc, en plus, on a la chance de très bien s'entendre. Donc, on va arriver à faire une coordination dans une très grande région, ce qui est assez rare pour être souligné. Donc, quelles sont les particularités du projet Fury Déméter par rapport à celui qui vient d'être présenté? Donc, on est un peu semblable, hein, on a 13 partenaires, c'est un gros projet, même durée, même ordre de grandeur de financement. Et la petite particularité, c'est qu'on s'adresse nous qu'aux axes 1 et 2. Donc, l'axe 1, pour rappel, c'est formation au numérique des professionnels de santé au sens large. Et l'axe 2, c'est formation au numérique en santé des techniciens, donc notamment les ingénieurs. Donc, on va vraiment se concentrer sur ces deux axes, mais on ne s'interdit pas de déborder petit à petit au fil des années sur la base de notre expertise. Et on va essayer vraiment, on s'est donné vraiment 3 grandes lignes directrices. La première ligne directrice, c'est d'être très territorial et notamment de compléter, de valoriser l'axe Toulouse-Castres et d'aller vraiment chercher toutes les expertises dans la région dont on dispose, qui sont très riches. Et d'ailleurs, là-dessus, je voudrais revenir un petit peu en arrière pour parler de la ville de Toulouse, qui a la chance et la malchance finalement de se reposer sur 2 béquilles qui sont le Stade Toulousain et Airbus. Et en gros, tout va bien. Tant que le Stade Toulousain est champion, tant que Airbus vend des avions, tout va bien. Mais on sait très bien que les grands effondrements viennent du manque d'anticipation. Et je crois qu'on serait bien couillon de ne pas se diversifier et de ne pas explorer de manière massive la piste du numérique en santé, parce que clairement, on a une expertise immense en termes de santé, on a une expertise immense technique et on a tout pour faire un super terreau pour le numérique en santé pour les années qui viennent. Et c'est maintenant qu'il faut y réfléchir, ce n'est pas le jour où l'aviation va se casser la gueule. Donc ça, c'était une petite aparté un peu personnelle, mais je crois qu'il y a vraiment stratégiquement, il y a quelque chose à faire. Donc, premier axe, premier, on va dire, orientation prioritaire pour nous, c'est le territoire et notamment l'économie du territoire, pour dire les choses clairement, et pourtant on est de la santé. Deuxième grande action, c'est vraiment un lien très fort entre l'action et l'axe 2, autrement dit, entre la santé et les ingénieurs. Et ça, on a appris ces dernières années qu'il ne suffisait pas de mettre des ingénieurs avec des médecins pour que ça fonctionne. Ça ne fonctionne pas parce qu'on n'a pas la même sémantique, on n'a pas la même culture. On perd un temps fou, ne serait-ce qu'à se comprendre, parce que les mots n'ont pas le même sens dans le domaine des ingénieurs et dans le domaine de la santé. Et pour le coup, j'ai fait une partie de ma formation dans un laboratoire d'ingénieurs et vraiment, j'ai mis du temps à comprendre ce qu'on me disait. Donc, c'est vraiment du vécu. Et le fait d'avoir des formations vraiment mixtes va nous faire gagner un temps infini, mais vraiment infini, même si c'est de l'acculturation, même si c'est une approche globale, même si c'est de la vulgarisation, c'est vraiment, vraiment pas un détail. Donc, concernant le contenu de notre projet, donc sur l'axe 1, on a pour vocation d'avoir une grosse partie blockbuster, c'est-à-dire former au numérique tout le médical, le médico-social, les professionnels de santé d'Occitanie-Ouest. Donc, ça, c'est un challenge majeur. Et comme l'a dit Maurice, on anticipe un peu la réglementation qui impose à partir de 2024 les 28 heures d'enseignement sur le numérique en santé. Donc, on veut aller plus vite, plus loin, plus fort. Et on veut effectivement, là c'est plus l'axe 2, avoir des super ingénieurs en santé. Et finalement, un des partenaires clés de notre consortium, c'est l'école Isis de Castres qui a déjà pris ce tournant il y a quelques années. Mais là, on va aller encore beaucoup plus loin et avoir des gens prêts à l'emploi. D'ailleurs, ils ont une très bonne employabilité, hein, mais vraiment qui sont prêts à agir dès la première semaine. Mais aussi apporter une culture du numérique en santé aux écoles d'ingénieurs plus généralistes. Et par exemple, on a le groupe INSA dans le consortium. Par exemple, je ne sais pas, hein, il y a des ingénieurs qui vont aller dans l'imagerie,
dans d'autres domaines, dans la biotechno, etc., et qui ont besoin quand même d'une base un petit peu solide, sans en faire des médecins, sans en faire, c'est pas la question, hein. Donc, encore une fois, il ne suffit pas de mettre les gens ensemble pour que ça marche. Il faut vraiment être à la racine au niveau de la formation initiale. Et enfin, la troisième grande direction qu'on veut prendre, c'est des liens très étroits, académiques, privés, et ce qui est reflété par notre consortium, hein, que vous voyez en bleu foncé sur la diapo. Et vraiment pas juste dans les mots. Et ça a été très bien dit. On veut un inventaire des besoins. De quoi vous avez besoin? Et ça fait un peu le lien avec ce que va nous présenter le docteur Auron tout à l'heure sur le tiers-lieu. C'est-à-dire qu'on a une certaine expérience dans la région sur l'accompagnement des startups, des PME, des entreprises qui veulent investir le champ de la santé. Et clairement, quand elles arrivent chez nous, souvent, elles ne viennent pas nous voir assez tôt. Elles ont pris des fausses pistes, elles ont dilapidé beaucoup d'argent, beaucoup de temps par une méconnaissance profonde du monde de la santé. Et ce n'est pas un reproche, c'est-à-dire c'est beaucoup plus facile de faire une étude de marché sur les boulangeries que sur le système de la santé. Pourquoi? Parce qu'il est très complexe, il y a énormément d'acteurs, il y a énormément de tiers payants, de tiers intervenants, qui font que c'est un milieu extrêmement obscur. Et finalement, on voit que les entrepreneurs se basent sur une histoire personnelle, sur une histoire familiale, sur un copain qui est médecin, etc. Et ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Et souvent, quand ils viennent nous voir, on dit, mais quel dommage, quoi. Vous avez tellement perdu de temps, tellement perdu d'argent en prenant une mauvaise piste. Donc, on veut les voir plus tôt, et c'est un peu l'objet du tiers-lieu, mais ce n'est pas moi qui vous en parlerai. Mais on veut aussi les former et être à leur disposition. Et on a un work package complètement dédié à l'évaluation des besoins, de quoi les entreprises ont besoin comme formation. Et comme ça a été dit par Maurice, clairement, souvent, ce n'est pas une formation d'1 an. Donc, si vous nous dites que sur tel sujet, il vous faut une formation par capsule vidéo de 10 secondes, on vous fera une formation par capsule vidéo de 10 secondes. Donc, c'est vraiment une approche extrêmement pragmatique. Et de même, comme ça a été dit par Jean-Louis, on a besoin de vous pour le contenu. Autrement dit, on ne sait pas tout, on n'a pas réponse à tout, et qu'on a fait l'inventaire de toutes les compétences possibles, il y en a à peu près 80, et il y en a la moitié qu'on ne couvre pas. Donc, on aura aussi besoin de vous pour nous faire des enseignements, donc du contenu dans certains domaines, mais aussi pour nous faire des retours d'expérience, pour que tout ça prenne sens, donc des modules de rétexte de vos expériences à vous. Parce que ça sera bénéfique à la fois aux étudiants académiques, entre guillemets, en formation initiale, à la fois aux étudiants de santé en formation médicale continue, mais à la fois pour vos propres salariés, vos propres entrepreneurs qui auront clairement un bénéfice évident à trouver ça. Donc, nous, quelque part, on va avoir deux catalogues, un catalogue de contenu, un catalogue de format, et les mettre ensemble au fil de l'eau, au fil des demandes, en fonction du public à laquelle on s'adresse. On sait très bien qu'on ne va pas s'adresser de la même manière à un interne en formation initiale et un start-upper qui a besoin d'avoir des éclaircissements sur un domaine extrêmement pointu. Donc, on va à la fois avoir des modules de formation très généralistes et des choses très pointues, très spécifiques. On va essayer de jongler entre les deux de manière habile. Voilà, j'ai essayé de faire court pour laisser un peu de temps aux questions éventuelles. Antoine, merci beaucoup. Moi, je voulais rebondir sur deux choses. La première, enfin sur trois choses. La première, c'est ce lien étroit entre les deux CHU là, et puis les deux parties de la région qui nous rassurent, mais c'est vraiment très, très intéressant. Et je crois qu'en effet, ce n'est pas fréquent. La deuxième chose, c'est que ce qui me marque, c'est que quand j'entends parler le professeur Maurice Alliot et le professeur Antoine Piot, qui sont des académiques, eh ben, ils connaissent le monde de l'entreprise et ils en parlent parce que ça fait longtemps qu'ils travaillent avec le monde de l'entreprise. Et là, on voit bien qu'il y a une compréhension qui est déjà très, très, très avancée et qui est très rassurante pour les entrepreneurs, évidemment. Troisième chose qui m'intéresse beaucoup, moi, c'est que dans la formation aujourd'hui, on voit bien qu'en post-Covid, on a complètement changé les habitudes et que réunir les gens dans des salles pendant 8 heures par jour, c'est compliqué. D'abord chez les professionnels de santé parce qu'on en manque, mais dans les entreprises parce que aussi on a changé d'habitude et qu'on a aussi du travail. Et je trouve que ce que tu disais, Antoine, et j'imagine que c'est la même chose dans les deux projets, pouvoir proposer des modules adaptables, des capsules vidéo, parce qu'en fait, aujourd'hui, on voit bien qu'en présentiel, quelquefois, on n'a pas grand monde, mais dans les replays, c'est énorme, quoi. Et ces modules de formation adaptés aux besoins, je trouve que c'est important parce que ça va être la réussite de l'information et de la formation. Je sais bien qu'il ne faut pas mélanger les deux, hein. Donc, vos objectifs pédagogiques qui sont clairs,
Mais moi, je trouve que c'est très important et c'est rassurant d'entendre d'emblée, de vous entendre d'emblée parler comme ça. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, je vais essayer de couper mon partage vidéo, mais j'y arrive pas. Bonjour, je ne sais pas si on m'entend. Oui, oui, très bien. Bonjour, Léa Pérez. Merci beaucoup pour les présentations. Une question assez concrète, c'est comment vous contacter éventuellement pour se mettre à votre disposition. J'interviens en fait dans le master sciences et numériques pour la santé depuis 3 ans sur le sujet des données de santé. Et Félicitations. donc, je serais évidemment ravie et enthousiasmée de continuer sur ce volet, mais dans le cadre de l'ESN. Donc, je redis félicitations. Votre parcours, c'est quoi initialement? Sa collègue. En fait, je suis docteur en droit, docteur en droit de l'Université de Montpellier. Et j'ai une spécialisation en protection des données. Depuis 4-5 ans, j'accompagne des entreprises et des collectivités sur ces sujets-là. Beaucoup dans le domaine de la santé. Vous êtes Madame Luchoni. Ah, je crois qu'il y a quelqu'un qui a... Oui. Ouais. C'est moi, pardon. Ça suscite des réactions. En tout cas, merci en tout cas pour déjà votre intervention, parce que sciences et numériques pour la santé, c'est le master qui tourne aujourd'hui. On a déjà des actions de formation, effectivement, dans ce master. Et ce que vous dites, bon, là, en l'occurrence, c'est très facile pour nous contacter. Jean-Louis, Grégoire, toute l'équipe a nos coordonnées. Et puis, bon, ça va être très simple. Brigitte va aussi vous les envoyer. Brigitte Couette qui est là. Mais par Et contre, vous pouvez même faire un module pour les 2 projets. Si oui, Maurice non, est mais c'est d'accord. ça, c'est ce que je voulais dire. Après l'accord de Maurice. Ouais. Là, en fait, non, mais c'est ça qui est important, c'est que c'est ce qui se passe, c'est-à-dire que l'idée, c'est de dire que on le sait, hein, on sait qu'il y a de l'expertise là. Moi, je vais vous raconter une histoire très courte. On a des spécialistes du droit de la santé, des spécialistes de la propriété intellectuelle et du droit, du droit du numérique, de la propriété intellectuelle, qui sont mes collègues avec qui, quand on se croise, on est très content de se voir, mais on n'a pas créé de formation ensemble jusqu'à présent, alors que c'est évident. Donc, en fait, ces projets-là, ils sont structurants à l'échelle du territoire, quel que soit le territoire. Et là, on est sur l'Occitanie, mais n'hésitons pas à voir plus large, bien sûr. Et quand je dis plus large, c'est vraiment plus large. On peut aller loin. Donc, c'est de ça dont on a besoin. Vos besoins, et Jean-Louis, tu le rappelais, au plus près du besoin de l'entreprise, et vos expertises au plus près des besoins qui sont identifiés. Voilà. Donc, pour nous contacter, c'est très facile. On sera ravis de pouvoir vous accueillir et réfléchir avec vous sur les 2 projets. Voilà. Et puis en plus, sur la pratique, parce que Jean-Louis, tu disais une chose au sujet de finalement de notre discours avec Antoine, mais c'est vrai, c'est parce qu'on a été confronté, mais peut-être on s'est plongé personnellement dans des questions qui touchent au numérique en santé, à la fois sur les organisations, sur le développement, la conception, et donc c'est clair que c'est des sujets qu'on a travaillé. Et en plus, les CHU, en fait, les 3 CHU de la région Occitanie communiquent très régulièrement par un think tank, par une fédération et donc le soin est présent aussi. Donc on essaie d'être sur tous les modèles, sur tous les éléments, parce qu'il y a un continuum évident. Voilà. Merci. Moi, je voulais juste rajouter que la région Occitanie est en train de structurer sa démarche numérique en santé. Ils avaient lancé un appel d'offres, le cabinet qui va gérer ça a été retenu. C'est des gens que je connais, le cabinet. Moi, ce que je propose, évidemment que la région est au courant de tous ces projets, mais quelquefois, on est un peu surpris par des morceaux qui ne se recollent pas comme il faut.
Et je pense que je pousserai, si vous permettez, ces initiatives au cabinet en question, de manière à ce que aussi bien ce dont va nous parler Céline que ce que vous nous avez parlé tous les deux soit bien inscrit en premier lieu, parce que je ne voudrais pas qu'on enfin non, on ne passera pas au travers du tamis, mais je pense que très tôt, il faut que le cabinet qui va structurer tout ça ou aider à structurer tout ça soit informé de tous ces projets. Vas-y, Maurice. Je voudrais juste rajouter une chose parce que je crois que Antoine et moi ne l'avons pas précisé clairement, mais c'était dans les diapos, c'est que nous sommes soutenus, et là c'est super important, la région Occitanie nous soutient financièrement. Elle met des moyens pour notre projet, pour nos projets, et ça c'est important. Elle est en charge de la formation des paramédicaux. Donc tous les IFSI, les IFMS, donc les instituts de formation au métier de la santé, métier infirmier et du médico-social, ça repose sur la région. Donc la région a été intéressée par les projets, intéressée par voir qu'on travaillait sur notre partie du territoire pour réellement être très efficient dans un premier temps, et avec cette vision d'un écosystème et puis d'un projet très emblématique porté par la région. Donc, ouais, merci de transmettre, et on a eu ce soutien qui montre aussi l'intérêt du projet, hein, enfin de la thématique, de la dynamique, et pourquoi pas, comme tu le disais Antoine, d'identifier l'Occitanie comme un centre d'excellence dans le domaine. Moi, je suis désolé, je vais devoir vous laisser, mais bon, vous êtes entre de bonnes mains, puisque la suite sur le tiers-lieu va être très intéressant aussi, et Maurice peut parler à ma place aussi, on est complètement en phase. Merci beaucoup, Antoine. Merci à vous. À une prochaine. Merci d'avoir été là. Bonne journée. Merci, au revoir. Merci, Antoine. Eh ben, si tout le monde est Très d'accord, bien. on va passer la parole à Céline, sauf s'il y a d'autres questions, bien sûr, hein. Mais après, on refera une série de questions à la fin, si ça vous convient. Vous m'entendez? Je partage mon Oui. écran. Vas-y. Pas le bon. Vous y voyez ou pas? Vous voyez mon écran? C'est le bon écran? Je ne vois pas du tout ce que j'ai. Alors Non, là, c'est pas on le voit bon écran. Il y a un truc qui ne va pas. là, on voit tes documents. Ouais, C'est peut-être pas le but. on voit l'explorateur. Ouais. Ok, pourtant j'avais bien mis le bon, mais je vais recommencer. Allez, partager. Partager, partager. Voilà, cette fois-ci, c'est la bonne. Ça a l'air mieux. C'est mieux, hein, ça correspond. Parfait. Bon, je veux bien vous Parfait. partager tous mes documents, hein, enfin. Voilà. Là, on est bon? Parfait. Du coup, bon, je fais ça, enfin voilà, un quart d'heure, je sais pas, enfin, le temps de garder. Oui, vas-y, pour les vas-y, on réponses. a 20 minutes. C'est parfait. On a 20 minutes. Très bien, très bien. Donc, déjà, merci de m'avoir invité. Je suis ravie d'être là. C'est la première fois que je viens à Digital 113 et très heureuse de partager avec vous ces échanges. Et voilà, au plaisir de pouvoir revenir et continuer d'échanger. Bienvenue. Toulouse Santé Numérique. Donc, je vais vous dérouler un peu le contexte, mais que vous connaissez déjà, donc je le partagerai, je dirai rapidement. Et puis surtout, qu'est-ce que c'est que ce projet? Donc, vous voyez qu'il est porté, déjà la première diapo le montre, par un consortium qui est représenté par les hôpitaux de Toulouse. Clean Avenir, c'est-à-dire la clinique Pasteur dans laquelle je travaille, fait partie d'une alliance de 11 cliniques qui est Clean Avenir, et l'ASI que vous connaissez, on y reviendra. Bon, je pense que tout ça, vous l'avez déjà vu. Là, vous avez évoqué tout à l'heure les différents sujets qui ont été abordés dans le cadre de Digital 113. Mais évidemment, vous connaissez la feuille de route du numérique en santé, hein, avec Ma Santé 2022, qui avait donné une première orientation. Le Ségur du numérique en santé, qui avait pour objectif d'accélérer la feuille de route, dans lequel, évidemment, on s'insère avec notamment les services socles. Mon espace santé, que vous connaissez aussi. Enfin, si vous avez des questions, on pourra y revenir, mais je pense que vous le connaissez. Céline, juste, j'ai l'impression qu'on est toujours sur la diapo numéro 1, en tout cas de mon côté. Alors moi, je les déroule. Alors, je ne dois pas les dérouler au bon endroit. Et merci. Les Merci, autres? merci, décidément. Ah, c'est bon, ça passe là. Là, c'est bon, là. Mais parce qu'en fait, moi, je pense déroulais tranquillement. Mais... on n'est pas sur le diapo, en fait. C'est parce Ouais. qu'on est. Ce que vous partagez, ce n'est pas le diaporama. Voilà, là, c'est très bien. Là, c'est top. Très bien. Bon, allez, je reprends la feuille de route du numérique en santé, le Ségur du numérique, pour accélérer donc la feuille de route, les outils socles, mon espace santé que vous connaissez, et puis le plan France Relance,
avec la stratégie d'accélération de la santé numérique, dans lequel on s'insère et qui a pour objectif de faire de la France un leader mondial en santé numérique. C'est donc ambitieux. Et donc, l'AMI, dans ce cadre-là, a été ouvert donc en février, et il y a eu une première sélection de projets sur une 60aine de projets. Il y en a 10 qui ont été retenus. Au total, il y a 63 millions d'euros. Il y aura 2 autres vagues, hein. Et le but, c'est de financer des tiers-lieux pour répondre aux besoins d'expérimentation, de lieux d'expérimentation pour les startups. Voilà sur le contexte, hein, le contexte tiers-lieu. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un tiers-lieu? Moi, j'aime bien la définition que j'ai trouvée sur Internet, qui est un lieu destiné à échanger pour améliorer le monde. Alors, on est là pour améliorer le monde. Donc, on a constitué un consortium avec les 3 structures que j'évoquais tout à l'heure. C'est le CHU qui est porteur. C'est un choix qu'on a fait tous les 3 ensemble, pour plein de raisons, qui est donc le chef de file, c'est le mandataire officiel, et on est tous les 3 en fait aux commandes de ce consortium. On avait tous les 3 déjà une expérience dans l'innovation en santé. Innov'Pôle Santé, vous connaissez au CHU, le iLab qui est porté par Pasteur pour Clean Avenir, et l'ASEI qui avait aussi déjà des actions d'expérimentation dans le numérique en santé. Vous voyez, je ne vais peut-être pas y passer trop de temps, mais bon, la force que représentent ces 3 entités dans le cadre du consortium, que ce soit par les startups qui ont déjà été accompagnées, vous voyez, 73 à Toulouse, ou créées, 5 qui ont été créées au niveau de Pasteur Clean Avenir, les emplois qui ont été créés, et puis les levées de fonds qui ont été permises justement dans le cadre de ces labs, 5 millions pour Toulouse, pour le CHU, et pour Clean Avenir, 5 millions également, et l'ASEI qui a déjà aussi travaillé sur des projets. L'objectif, c'est d'accompagner des porteurs de projets, donc tout au long du projet, pour des TRL, on y reviendra si vous voulez, entre 4 et 7. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans le processus d'idéation au tout début, et on n'est pas sur des structures qui sont déjà commercialisées et efficientes. On est vraiment intermédiaire sur des structures qu'on veut essayer de maturer, d'aider à maturer et de répondre à nos besoins. Ça a été évoqué tout à l'heure. Une gouvernance qui est représentée donc par les 3 entités qu'on a évoquées tout à l'heure, hein, les directeurs de ces structures, et puis ceux qui y participent aussi, et puis une équipe opérationnelle qui est composée de beaucoup de compétences, que ce soit juridique, que ce soit en économie de la santé, en suivi de projet, en expert médical, toutes les compétences qu'on peut mettre à disposition. Et on verra après le rôle de l'écosystème. Il n'est pas noté là, on va y revenir, mais il est majeur et il fait partie du consortium, mais je vais y revenir. Les points forts de notre point de vue, hein, et je pense ce qui a fait aussi que notre projet a été retenu, c'est de constituer un guichet unique. Donc, en travaillant avec l'ensemble de l'écosystème, et j'y insiste et j'y reviendrai après, pour permettre l'accompagnement des patients sur l'ensemble du parcours de santé. Ça, c'était notre force, de dire qu'on part du domicile avec les structures d'exercice coordonné, les CPTS, les MSP, l'hôpital, qui soit public, privé, avec aussi de l'HAD, enfin tout ce que représentent nos structures, et des structures médico-sociales. On adresse donc l'ensemble du parcours sur la région, et on touche aussi évidemment la petite enfance, le handicap, les structures d'EHPAD, du SSR, etc. L'articulation, je l'ai dit, avec les professionnels de ville et avec les associations de patients est forte, puisqu'on est très, très orienté, on y reviendra sur les usages, c'est-à-dire l'accessibilité et l'amélioration de l'expérience patient au travers des usages du numérique. Donc, un territoire organisé, vous l'avez dit, je crois que vous le savez encore mieux que moi, des expertises qui sont valables sur notre territoire et qui sont mutualisées dans le cadre de ce consortium. On veut, et on s'articulera volontiers avec vous, créer aussi une communauté qui veut faciliter le recrutement et la filière numérique en santé. On l'a évoqué tout à l'heure, c'est vraiment un objectif. On a besoin d'une filière riche, on a besoin qu'on y contribue tous. Et puis, on est ambitieux, hein. Le but, c'est de créer une brique qui va contribuer à la filière numérique française, évidemment en cohérence avec le plan France 2030, mais aussi avec un rayonnement français, voire européen. Alors voilà les partenaires, et pas des moindres. Le consortium n'a de sens qu'avec ses partenaires. Ça n'a de sens que si on s'insère avec vous tous, avec toutes les structures qui existent ici dans la région, et on va le voir, des partenaires qui soient institutionnels ou autres, parce que on ne va pas recréer une couche au millefeuille et on ne va pas travailler entre soi, ça n'a pas de sens. Le but, c'est vraiment de se mettre tous ensemble et de créer le lieu pour que tous ensemble, on arrive à ce qu'il y ait des synergies, à ce qu'on soit coordonnés tous dans la sélection des projets, à ce qu'on partage
notre information? Est-ce qu'on facilite l'accès de toutes les structures qu'on connaît les uns les autres au terrain d'expérimentation qu'on peut représenter? Donc, c'est vraiment un travail d'équipe et c'est un consortium large qui, là, émerge dans le cadre de ce tiers-lieu. Vous voyez les acteurs de l'innovation, hein, dont vous êtes, Digital 113, mais les autres, la Mêlée, etc., Silverrock, les acteurs du sanitaire, du médico-social, notamment les associations de patients, qui sont très représentés, Diablab, qui est une structure nationale, mais qui est adossée à l'Association française des diabétiques et la Fédération française des diabétiques, l'UDAF, France Asso Santé, évidemment, des laboratoires de recherche, dont I2ML pour tout ce qui est la question des usages, mais les autres qui sont cités là, des mutuelles aussi qui vont venir nous soutenir et faire circuler l'information, des fonds d'investissement qu'on ira solliciter, et puis des acteurs institutionnels, évidemment, ARS, Toulouse Métropole, CARSAT, je ne les cite pas tous, vous les voyez à l'écran. On a réuni tout le monde déjà dans des réunions, on est allé chercher des lettres de soutien, donc on est vraiment déjà dans l'idée de travailler, on a échangé avec chacun des membres qui sont cités ici pour être en coopération et en cohérence avec ce qui existe déjà. Le but, c'est donc un accès plus facile, plus rapide à des outils et des services innovants pour les patients et pour les professionnels. C'est-à-dire que les entreprises trouvent un terreau fertile, c'est le mot qu'on a utilisé, pour que les solutions destinées aux patients et les solutions destinées aux professionnels, on agit bien sur les deux, puissent émerger. Donc, créer de la valeur, améliorer l'expérience patient, la santé des populations, réduire les coûts de santé, améliorer le bien-être et l'expérience des équipes, hein, on insiste, c'est destiné aux patients, mais c'est aussi destiné à des solutions qui vont aider les professionnels de santé dans leur action, générer de la valeur, évidemment, revenu de propriété intellectuelle, capitalisation sur les résultats, et puis s'engager sur des indicateurs de durabilité dans un milieu où finalement la notion de RSE, ne sont pas toujours considérées. On s'est fixé 3 objectifs majeurs. La notion de prévention en simplifiant les usages. Alors, c'est la prévention au sens large, secondaire, tertiaire pour démarrer et puis primaire ensuite. Hein, donc, c'est un axe qui nous semble important. La co-construction, je l'ai évoqué avec vous tous, avec les associations de patients et les professionnels. Et le tiers-lieu est là pour permettre aux professionnels et aux patients de se rencontrer et de co-construire ensemble. Même sur des solutions, ça a été évoqué tout à l'heure par Antoine Piot, des solutions qui ont déjà un peu émergé, mais qu'il faut peut-être réorienter pour qu'elles répondent vraiment à un besoin du terrain. Et puis, la collaboration pour soutenir la compétitivité et la coopération économique, régionale notamment, avec l'ensemble de l'écosystème. Donc, on a mis en place, on a évoqué, on va l'affiner avec tous les membres du consortium, donc élargi, tel que je l'évoquais tout à l'heure, un process de sélection des projets qui est que chacun des membres qu'on a évoqués de l'écosystème peut identifier des projets qui semblent pertinents, les présenter avec une fiche projet qu'on va définir au chef de projet de Toulouse Santé Numérique, avec une équipe opérationnelle qui va qualifier les projets, des comités qu'on va mettre en place, scientifiques, éthiques, qui vont permettre d'étudier ces projets, un comité de sélection des projets où on pourra inviter en fonction des projets présentés des experts, et qui vont juger de l'adéquation aux besoins. Il y aura des professionnels de terrain aussi, être sûr qu'on est vraiment en réponse aux besoins. Il y aura des patients, la maturité, la solidité financière, et puis l'accompagnement des projets avec l'équipe opérationnelle. Donc là, ce que je vous ai présenté, c'est la structure du tiers-lieu. On a reçu un budget pour ça, qui est déjà pour structurer un tiers-lieu et aider tout un tas de projets à maturer. À côté de ça, on a identifié des projets phares, mais ça ne veut pas dire que c'est exhaustif. Donc, au-delà de tous les projets qu'on va sélectionner, comme je viens de le montrer, et qu'on va accompagner, aider à maturer, et sur lesquels on va être vraiment sur le terrain d'expérimentation, on a 3 projets phares pour lesquels on a reçu des enveloppes dédiées. Alors, 2 en réalité, j'en parlerai. Le projet Soalis, qui est un projet qui permet de diagnostiquer plus facilement, plus précocement des troubles de la déglutition sous forme d'un collier et d'un logiciel, avec un programme de rééducation. Donc là, c'est quelque chose d'innovant. Vous voyez que c'est une structure qui a déjà été fondée, qui existe, qui a déjà des salariés, qui a déjà levé des fonds, mais qui aura besoin du lieu pour faire de l'évaluation médico-économique, faire de la maturation, accéder vraiment au terrain. Résilience, qui est un projet qui n'a pas été retenu en tant que tel parce que ils ont du mal à identifier la plus-value. Je pense qu'ils n'ont pas bien compris ce qu'on voulait faire, donc on va l'incuber dans le tiers-lieu et on va le représenter.
Là, l'objectif qu'on a, c'est d'une part d'avoir des alertes pour les patients suivis dans le cadre d'un cancer au travers de questionnaires sur une application, mais aussi surtout de travailler sur le traitement des remontées d'informations et des alertes. Parce qu'on sait que générer beaucoup d'alertes vers les professionnels, c'est bien, mais il faut encore être en capacité derrière de les discriminer et de ne pas surcharger les professionnels, quels qu'ils soient, même si c'est des soignants avec des alertes supplémentaires. Donc là, on va maturer, on va avancer et puis on représentera pour avoir une enveloppe là-dessus. Et le troisième, c'est le projet Bot Design Bento, que vous connaissez, là où travaille Jean-Louis, et vous connaissez tous. Donc voilà, déjà 12 salariés, existent depuis 2017, déjà des levées de fonds. Et le but, là, c'est de repérer précocement des troubles de l'alimentation chez des personnes plutôt en situation de handicap avec le soutien des aidants et des professionnels. Donc, on a un budget, mais le but, c'est de pérenniser. On a un budget pour 4 ans qui est décroissant au fur et à mesure, mais pour lequel, vous voyez, on a déjà réfléchi à un format économique qui permettra d'assurer la pérennité avec une contribution des différentes structures et d'autres compléments de financement. Le but, c'est qu'on soit pérenne, on n'est pas que pour 4 ans. Des livrables, donc un tiers-lieu qui soit viable et pérenne, une filière, une brique française, dynamique, un impact économique avec un accompagnement des startups pour des levées de fonds. On veut accompagner au moins 2/3 des entreprises là-dedans, 20 projets amenés à maturité, dont 2 outils numériques de prévention qu'on souhaite généraliser à l'horizon de 3 ans. Et c'est ça qui est attendu des tiers-lieux, c'est la capacité à généraliser. C'est-à-dire que ce ne soit pas uniquement des projets locaux, mais que ce soit des structures qui vont devenir viables et se généraliser en France. Ce sur quoi je voulais insister aussi avant de conclure, c'est qu'en fait, il y aura de l'évaluation, je l'ai dit rapidement, il y aura de l'évaluation médico-économique, il y aura de l'évaluation sur les usages, il y aura du retour des professionnels qui vont être associés. Et c'est vraiment ensemble qu'on va avancer pour aider ces structures-là aussi à pouvoir avoir des agréments aussi et à être financées possiblement dans le cadre des dispositifs traditionnels. Voilà, je pense que j'ai rempli le temps d'un quart d'heure et ça nous laisse le temps des questions. Et, merci de votre attention. Merci Céline. Moi, je voulais faire un petit commentaire. Donc là, il y a ce projet de tiers-lieu qui a été structuré d'expérimentation du côté ouest. Je voulais dire aussi que, tout comme pour la formation, il y avait un deuxième projet tiers-lieu qui a été porté par Montpellier et piloté par Grégoire notamment, que comme Maurice et puis Antoine qui avaient travaillé ensemble, nous, on avait travaillé ensemble avec Grégoire aussi pour mettre un lien entre ces deux projets. Alors évidemment, il fallait en sélectionner 10. Malheureusement, pas comme pour la formation, Montpellier n'a pas été retenu, mais en tout cas, il sera certainement retenu dans une des phases suivantes, parce que là, c'était la phase 1, il y aura d'autres phases. Et on voit qu'on va pouvoir matcher, d'un côté la formation, d'autre côté les AMI tiers-lieux. Et ça, je trouve que si on veut parler de cohérence et de synergie dans la région, c'est très important. Céline, je voulais te tendre la perche pour te dire comment est-ce qu'on va se structurer avec les entreprises. Je dirais qu'il y a un comité de sélection qui va se mettre en œuvre pour sélectionner chaque année les nouveaux projets qui seront accompagnés. Et tu en as déjà parlé, il y a des modalités, mais en tout cas, les acteurs qui sont là, les clusters Eurobiomed, vont participer à cette présélection de projets. Et donc, du coup, ensuite, ce seront des startups qui seront accompagnées avec des moyens derrière. Je te laisse développer, Céline, peut-être, si tu veux bien. Oui, vous m'entendez là toujours? Je n'ai pas coupé le son. Oui, ça marche. Oui, on a mis en place un comité de sélection de projet, mais à nouveau, on a vraiment beaucoup réfléchi à ça. On s'est dit finalement, il faut qu'on travaille avec tout le monde, il faut que tout le monde trouve sa place dans ce tiers-lieu. C'est un tiers-lieu régional. Il faut que les structures qui existent déjà, qui ont déjà des projets, on puisse être en coopération ensemble. Donc, la volonté, c'est de dire, on a un comité de projet, on n'a pas encore arrêté la participation, mais il faut que chacun puisse présenter des projets et puisse même être là pour les discuter en apportant une expertise. Et l'autre aspect, c'est que nous, on n'a pas toutes les compétences au sein du tiers-lieu. Donc, l'idée, c'est aussi dans le cadre de ces structures là qu'on va accompagner, d'aller chercher des compétences
dans l'écosystème qu'on a présenté tout à l'heure pour que, en fonction de chacun, chacun puisse participer à l'accompagnement des projets. On ne va pas tout faire au niveau du tiers-lieu et on va donc travailler avec les autres sous forme de prestations, hein, pour que chacun dans l'écosystème, en fonction de ses compétences, de sa connaissance du sujet, puisse aider à faire maturer ces structures au-delà du tiers-lieu et de la faisabilité clinique, mais aussi sur, on a évoqué le juridique, l'évaluation, l'accompagnement aussi pour la création d'entreprises, etc. Donc, c'est vraiment une coopération au niveau des projets et c'est de l'échange. Et vous tous, quand vous allez avoir des projets, par où que vous passiez, on a parlé de guichet unique, que vous soyez capable d'arriver au tiers-lieu si ça correspond aux besoins et au cadre du tiers-lieu. Nicolas Artus voulait prendre la parole. Bonjour, je suis Nicolas Artus, là, je suis un infirmier libéral de Perpignan. Voilà, je développe une application numérique dans le domaine du recrutement, du remplacement pour les libéraux, les professionnels de santé, les collectivités territoriales. Et en fait, nous, par exemple, ma société, elle est basée à Perpignan et bon, je sais que beaucoup de choses se passent sur Toulouse, sur Montpellier. Et je voulais savoir pour nous, les gens un peu loin du stade toulousain et du Montpellier Hérault Rugby, quelle était la meilleure porte d'entrée en fait pour nous en fait, parce que c'est vrai que moi, par exemple, mon projet il avait été finaliste au Trophée de la santé numérique à Castres, donc je me suis déplacé à Castres. Donc c'est vrai que j'ai une certaine connexion avec Castres, mais c'est vrai que c'est voilà, donc ma question est, quelle est la porte d'entrée la plus simple en fait pour une entreprise, pour une start-up, pour intégrer en fait ces clusters de santé en fait. Je vais parler sous le contrôle de Céline. Ce que je voulais dire avant qu'elle reprenne la parole, c'est que, premièrement, ce tiers-lieu-là, il est à Toulouse, mais il est régional. Comme après, quand il y aura Montpellier, ce sera sur une autre thématique, Montpellier, mais en tout cas, ce sont des tiers-lieux régionaux, voire nationaux. Donc, ça veut dire que des entreprises de toute la France peuvent candidater à l'accompagnement en fonction de la thématique. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, pour rejoindre ce tiers-lieu, vous aurez plusieurs possibilités. Soit vous êtes membre d'un cluster et on vous y encourage, et c'est le cluster qui vous portera, entre guillemets, vers ces projets de tiers-lieux. Ou alors, vous pourrez candidater, puisque les tiers-lieux vont être publics, hein, Céline, donc vous pourrez candidater à titre individuel et vous passerez devant une commission qui dira si le tiers-lieu est en capacité de vous accompagner parce que vous êtes dans le bon TRL. Enfin, vous voyez, toutes les règles qu'a citées Céline. Mais en tout cas, je suis complètement d'accord, il n'y a pas que le Stade toulousain, il n'y a pas que les Montpelliérains qui sont d'ailleurs beaucoup plus avancés que nous dans la santé parce qu'ils ont été peut-être moins biberonnés à Airbus et à d'autres choses. Donc, du coup, on a une grosse synergie et donc, évidemment que c'est pour vous aussi. Et on peut se remettre en contact. Vous avez mes coordonnées. Je vous aiderai à flécher le parcours si vous avez besoin avec grand plaisir. Céline, je te laisse poursuivre. Oh, tu as tout dit, Jean-Louis. Je pense que voilà, j'ai rien à ajouter, hein. L'idée, c'est d'être ouvert, c'est on passe par les uns les autres, il y a des projets. Par contre, je pense que ce qu'on peut préciser, c'est que le comité de projet, il aura pour ambition de dire est-ce que la solution, OK, il y a les critères qu'on a évoqués tout à l'heure, mais est-ce qu'elle répond vraiment à un besoin? Ça, c'est une rencontre aussi avec les professionnels et on veillera à ce qu'il y ait des professionnels de terrain et des patients. C'est-à-dire, est-ce que la solution, on pense qu'elle peut répondre à une problématique de terrain, professionnel ou patient, et c'est ça qui va nous guider en fait aussi, hein. Parce que l'idée, c'est de pouvoir les tester dans nos établissements. Donc, si on veut les tester, il faut qu'on considère qu'il y a… Mais c'est ça justement qui fera ce qui a été évoqué tout à l'heure, la richesse des solutions, c'est de dire qu'elles répondent vraiment à un besoin de terrain et c'est vraiment des solutions qui peuvent nous aider et qu'on a envie d'accompagner. Et je profite peut-être aussi de ça pour dire que Jean-Louis a beaucoup travaillé avec nous sur ce tiers-lieu, hein, et merci Jean-Louis parce que ça a été vraiment quelqu'un d'important qui nous a aidé aussi à réfléchir, qui a une bonne connaissance. Jean-Louis, tu as une bonne connaissance de tout l'écosystème, il faut le dire, et puis aussi des besoins des entreprises, tu en diriges une toi-même. Et donc, ça a permis aussi vraiment de s'ancrer dans la vraie vie et d'avoir une vision 360 des besoins et de la façon de construire ce tiers-lieu. Sur la partie sélection, donc il va y avoir un comité de sélection dans lequel sera
Céline et puis les 3 structures, mais qui va aussi prendre attache avec un comité scientifique parce que, évidemment, le comité de sélection, au final, il va dire on accompagne tel ou tel projet dans le cadre du tiers-lieu, mais parce qu'il y aura des gens comme Antoine, Maurice, parce qu'il y aura des DSI aussi qui auront dit ce projet, il est viable parce que d'ores et déjà, alors évidemment, il répond à un besoin, puis il n'est pas, excusez-moi du mot, déconnant en termes scientifiques ou en termes médicaux, et ça, c'est très important puisque tout le monde pousse aujourd'hui la co-construction des solutions. On le voit dans le référencement du catalogue Mon Espace Santé, des solutions qui ne sont pas co-créées avec des professionnels de santé et ou du médico-social, eh ben, c'est des solutions qui ne seront pas dans Mon Espace Santé. Et puis également, il va falloir que ces solutions-là, les porteurs de projets, aient déjà pensé, même s'ils n'y sont pas, bien sûr encore, hein, mais à l'interopérabilité, à la sécurité, à la cybersécurité. Et du coup, le comité de sélection des nouveaux projets annuels prendra avis des comités qui vont se structurer, aussi bien techniques que médico-scientifiques. Et éthique. Et éthique, bien évidemment. Bien sûr. Et éthique, bien évidemment. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Eh bien, je crois que non. Donc, donc ça, c'était un premier galop d'essai sur les AMI hein, pour qu'on se matche bien tous ensemble. Alors, déjà, je disais tout à l'heure, nos replays sont très consultés. Donc, ça permet de diffuser l'information. Et puis ensuite, évidemment, on est à la disposition Digital 113 des 3 projets là pour contribuer dans la mesure où vous avez besoin de nous et de nos capacités, bien évidemment. Donc, en tout cas, c'était une session très riche et très intéressante avec des interlocuteurs qu'on n'avait pas rassemblés jusqu'à présent. Grégoire, je te laisse peut-être poursuivre si tu veux bien. Ouais, je vais essayer. Merci Jean-Louis. Je vais pas avoir la prétention de conclure, mais je crois que le bilan, c'est qu'on a rassemblé là des acteurs qui sont aujourd'hui majeurs hein, dans l'écosystème, on peut dire même national d'ailleurs, hein, parce qu'on voit bien qu'il y a une portée nationale à tout ça. Et je pense qu'on peut dire qu'on a de la chance d'être en Occitanie, puisqu'on a quand même ces 3 magnifiques projets. On a aussi d'autres projets en santé numérique hein, qui ont été financés, qui vont se mettre en place. Et finalement, c'est aussi, je pense, la raison d'être, une des raisons d'être de Digital 113, c'est-à-dire pouvoir participer à l'animation de l'écosystème. On est là fondamentalement dans une vision écosystème. On voit bien, il y a une diversité d'acteurs qui est très importante. Et je pense qu'à travers cette factory aujourd'hui, on a contribué hein, à notre échelle, on a contribué quand même à l'animation de l'écosystème, c'est-à-dire faire que les gens se rencontrent. Et si ça peut déboucher, j'ai vu quelques échanges là dans le chat, mais sur des contacts, sur des actions, on aura rempli la mission. Donc, merci aux 3 intervenants, même si Antoine nous a quittés, je crois, si j'ai bien suivi. Mais en tout cas, merci beaucoup et bravo aussi pour ces très beaux projets. Et puis, rendez-vous côté Digital 113 pour la suite, hein, en ce qui nous concerne, début 2023. Vous aurez l'agenda de la Factory Santé sur la nouvelle page qui va être mise en place très rapidement. Oui. Donc, merci beaucoup. Tout à fait. Et sur l'agenda aussi. Donc, il y aura la page, mais l'agenda également. Donc, il n'y a que des bonnes raisons de trouver les ateliers de la Facto. Voilà. Et merci à l'équipe Digital 113, évidemment. Et merci à nos copilotes de Factory très actifs, Jean-Louis et Grégoire, parce que nous ne faisons que le soutien. C'est vous qui amenez le contenu, qui amenez les intervenants. Et donc, merci à nos intervenants et puis aussi aux participants pour les questions. Et puis, n'hésitez pas à partager si vous voyez des sujets que vous pensez pouvoir intéresser des gens que vous connaissez qui n'ont pas forcément le lien avec Digital 113, de leur relayer, parce que l'objectif, c'est effectivement que ces contenus soient partagés, soient diffusés le plus largement possible. Là, on est vraiment sur de l'acculturation et du partage d'informations. Voilà. Et Nicolas, à votre disposition, sans problème. Avec Nicolas, ça y est, je vous ai fait un mail de mise en relation avec Marc. Super. Parfait. Voilà. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci. Bon après-midi. Bonne journée.